Third down and a yard again. 22-19 San Francisco in the overtime. Chiefs will throw it on 3rd and 1. Mahomes is going to run it 30-yard line. 25-20. Mahomes inside the 15 and down to the 13-yard line. Shades of Super Bowl 57 when he ran down the field in pain with the ball in his left hand and a sword in his right. It's first down on a 19-yard run by Mahomes. A touchdown wins the game. 13 seconds to go in the overtime. 22-19 San Francisco. McKinnon is in at running back. First down and goal to go. Play action fake. Right side throw. Touchdown! Kansas City! McCole Hardman with the catch on the right side. A 3-yard touchdown pass in overtime. Kansas City wins the game. 25-22. And the Chiefs Kingdom has started its own history class. Because for the first time in 6,944 days, there is a back-to-back Super Bowl champion, and it is the Kansas City Chiefs, champions of Super Bowl 58 on the heels of Super Bowl 57. The Chiefs do it in overtime. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast How About the Chiefs, le seul podcast qui traite de l'actualité des Kansas City Chiefs en français. Épisode particulier aujourd'hui car en effet nos Chiefs ont remporté la finale de l'AFC Championship aux dépens des Bills de Buffalo dans la nuit de dimanche à lundi sur le score de 32-29. Alors évidemment, je ne suis pas seul pour débriefer du match, je suis déjà accompagné de Johan, comment ça va ? Eh ben bonjour à tous. Comment ça va? Très bien. Comment veux-tu parler? Let's go baby, Super Bowl. Bah, tu m'étonnes. On n'imaginait pas être là quand même après le débrief du premier match contre les Ravens, mais on y croyait quand même un petit peu. Du coup, avec nous aussi, on a Elvin. Ça y est, Elvin a gagné sa place dans les starters. Elvin, comment ça va? Ouais, super. Comme Macaliendo, j'ai gagné ma place dans les starters. Non, mais c'est hallucinant, j'en reviens toujours pas. Enfin, je suis en train de me dire que quand on va avoir, peut-être dans 10, 15, 20 ans, les vidéos récapitulatives des mecs qui rentreront dans le Hall of Fame, eh ben, on dira, ce joueur-là, il faisait partie de la génération des Chiefs qui a three-peat. Enfin, je veux pas nous jinxer, on va voir, mais c'est ce qu'on vit, c'est incroyable, quoi. Incroyable. Ouais, c'est clair, faut en profiter. 4 Super Bowl en 5 ans. 4 Super Bowl en 5 ans. Je ne sais pas si on s'imagine, c'est énorme. C'est clair. Et enfin, le petit dernier, Emilien, celui qui nous a représenté fièrement dans les tribunes dimanche. Salut Emilien, comment ça va? Coucou les copains. Bah écoute, comment ça va? Comme tout le monde, je pense. Hein, c'est incroyable, effectivement, comme l'a dit Elvin, ce qu'on vit est stratosphérique. Et même quand tu crois que tu dis, bah, cette fois-ci, c'est les Bills, c'est peut-être leur moment et tout, ben non, on est toujours là pour briser les rêves de tout le monde. Du coup, bon, ben, ça vient avec un prix. Hein, tout le monde nous déteste. Mais vous savez quoi? On s'en fout parce qu'on va encore au Super Bowl. Exactement, on s'en fout. Exactement. Allez, on est parti? Ok. Jingle frais, jingle tout neuf et c'est parti. Long count. Chiefs are going to throw it. They throw it in the left flat. Cut. It's Samaje Perine at the 30. First down. And up the left sideline. I love you, Samaje Perine. And the Kansas City Chiefs are going to pull this off. Again, going to a knee. You can doubt the Chiefs. You can dislike the Chiefs. You can disrespect the Chiefs. You're going to have to deal with the Chiefs being the first team in National Football League history to win back-to-back Super Bowls and go to the Super Bowl for a chance for a three-peat. Je voulais pas le mettre trop long, mais j'ai dit c'est Mitch, je suis obligé de le laisser dérouler. C'est obligé. On coupe pas Mitch. Je vais en parler de Mitch après, tiens. Excellent. Ouais, sacré Mitch, du coup, comme il doit être content, lui qui suit les Chiefs depuis des années. Ouais. Et qu'il a vécu des moments de galère et tout, c'est exceptionnel. Alors, pour commencer, Emilien, je vais rappeler à nos auditeurs que tu vis juste à côté de Casey. Donc, tu es toujours en direct avec nous malgré le décalage horaire. Et que plusieurs fois par an, tu essaies d'assister à une paire de matchs. Déjà, première question, étais-tu au match des 13 secondes?
Oui, c'était mon deuxième match du coup ce week-end, mon deuxième match de playoff avec les Bills. Et j'étais au match des 13 secondes il y a 3 ans. J'avais appelé mon yo d'ailleurs depuis le stade juste avant quand j'étais arrivé pour lui montrer. Ouais. Et je suis resté jusqu'au bout parce qu'il y a un paquet de gens qui se sont barrés après le touchdown de Josh Allen. Donc j'ai vécu vraiment le truc jusqu'au bout. Et donc, on peut dire que dimanche, tu étais au match des 3 minutes 33. C'est ça. Et dimanche, j'étais au match des 3 minutes 33. Excellent. Ce qui est bon, Pas troll. Alors, du coup, déjà, pour commencer, comment tu t'es décidé? Tu t'es dit, bah tiens, je prends mes places. Voilà. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a vendu 2 reins. Voilà. C'est sa femme le sien. C'est ça. J'ai commencé vendu à un gosse. ça, mais d'ailleurs, si vous voulez subscrire. Non, bah, ça a été un peu une game day decision. Hein. Enfin, on voulait vraiment y aller. En fait, ce qu'il faut savoir avec ce genre de match-là, c'est que les places sont mises en vente bien avant que l'affiche soit proposée. Ils anticipent toujours vachement et en fait, les billets étaient en vente depuis à peu près 1 mois et au début, ça part toujours à des prix stratosphériques, quoi. Les gens se disent, les gens vont se ruer dessus, machin. Donc, ma stratégie, après, c'est une stratégie comme une autre, c'est d'attendre le maximum. Du coup, là, j'ai presque trop attendu, en fait. J'aurais sûrement dû les prendre le samedi soir. Mais bon, des billets qui étaient listés il y a à peu près 1 mois à 700. Au final, samedi soir était à 250 à peu près. J'ai fini par payer 300 la place dimanche matin. Mais voilà, je me suis dit, bon, j'ai fait le premier match cette saison contre les Ravens. Faut faire le dernier match de la saison. Ils ont gagné tous les matchs. Et puis, on vit un truc incroyable. Mais on sait pas, ça se trouve, on va plus faire de finale AFC 15 prochaines années. On n'en sait rien. Ça fait 7 de suite. Donc, je me suis dit, allez, c'est pas grave. T'y vas. Et invaincu à Arrowhead, on y reviendra après, mais invaincu à Arrowhead cette saison, c'est incroyable. Et donc, du coup, là, pour prendre tes places, c'est quoi? C'est une billetterie en ligne? Ouais, en général, j'utilise un site qui s'appelle Ticket for Less, qui est une entreprise qui est basée à Kansas City en plus. Leur spécificité, c'est qu'il n'y a pas de coût additionnel par rapport au ticket, parce que toutes les plateformes, les grosses plateformes, la Ticketmaster, Game Time, etc., ils t'ajoutent des frais de nulle part qui font gonfler les... En fait, ils ont des prix d'entrée où tu dis « Ah, bah, c'est pas trop cher ». Et en fait, derrière, ils te rajoutent 40% du billet pour des frais, tu comprends pas d'où ils viennent. Donc, ça change tout. Mais là, j'ai quand même pris ce Ticketmaster parce que pour une fois, les frais n'étaient pas trop fous et le prix, du coup, était plus intéressant que sur Ticket for Less. Donc, maintenant, ouais, tout se fait sur les applis et donc tu reçois ton billet tout de suite sur ton téléphone. Et il faut aussi prendre le parking. En plus, 65 € juste pour se garer. Hein. Se garer loin, en plus, évidemment. Le monde qu'il y avait dès le matin à l'ouverture, c'était dingue. Pour le tailgate, là. Ouais, la file d'attente, c'était ouf. Mais ça, tous les ans, ça m'impressionne. Mm-hmm. Et déjà, le match d'avant contre les Texans, il y en a qui est arrivé la veille et qui dormaient dans leur voiture. C'est complètement dingue. Et Emilia, j'ai une chose à te dire. Hein. À chaque fois qu'on est en finale de conf, ben, on se cotise pour te prendre des billets. Ça parce qu'à chaque fois, quand ça City, à chaque fois que tu vas les voir, en plus, on gagne le Super Bowl. Donc, à part la suite après. Donc, l'an dernier, j'avais pas eu trop de bol. L'an dernier, j'ai fait 2 matchs. J'ai fait les Lions et les Eagles. Et 2 fois, on a perdu. On a quand même gagné le Super Bowl. Ouais, mais c'était pas en playoff. Ça compte pas, c'est pas les playoffs. C'est vrai. Voilà. Et du coup, niveau tribune, tout ça, comment tu choisis? Tu vois à peu près? Alors là, je t'avoue que autant pour le match des Ravens, bon, je voulais vraiment être bien placé, avoir un bon... Être dans le premier anneau pour être assez près. On avait pris vraiment des billets top. Là, honnêtement, les prix étaient déjà tellement délirants que le même billet que j'avais payé à peu près 300 $ pour les Ravens, là, il était à 1500 $. Donc, 1500 $, ça fait 3000 balles pour 2 billets. Là, voilà. Donc là, clairement, je prends le moins cher. Donc, du coup, tu es avec ce que les Américains appellent les nosebleeds. Les pauvres comme moi qui ne peuvent pas, enfin c'est pas vraiment pauvre parce qu'il faut quand même arriver à lâcher 300 balles, bref. C'est pas le même monde, l'Amérique. Mais par rapport aux autres qui sont au billet à 2000 balles, on est considérés comme des pauvres, bref, toutes les questions de perspective. Et du coup, par contre, t'es tout en haut, après, plus ou moins sur un côté, etc. Pour le match des 13 secondes, j'étais juste en dessous d'un des 2 écrans géants. Donc, à le terrain vraiment en face de toi, c'était pas trop mal. Je me souviens, ouais. Ouais, là j'étais plus sur un angle, mais plutôt côté. Par contre, un truc que je fais attention, c'est de me mettre plutôt du côté du banc de touche des Chiefs,
parce qu'en général, les adversaires sont plus de l'autre côté. Du coup, du côté où j'étais, il y avait très peu de fans de Buffalo. Ils étaient plus de l'autre côté. Ok. C'était pas mal. Attends, je voulais te dire un truc. Et ça t'a permis de prendre, vous la verrez dans le podcast, ce sera la photo du podcast du soir de ce numéro-là. Et il a pris une photo. Elle est incroyable cette photo. Ah, elle est La top. photo- Ouais. Moi qui suis nul en photo, c'est vrai que là, pour le coup, celle-là est pas mal. Au bon moment et tout là. Ouais. Exceptionnelle. La photo, c'est un bijou. Et on la mettra pour le podcast, l'image de cette semaine. Franchement, tu m'as. T'as même intérêt à mettre un copyright parce qu'on va te la piquer, je suis sûr. J'ai la photo, la victoire, 5h du matin, la petite larmichette. J'ai dit putain, on y est encore quoi. Ouais. C'était incroyable. Et les gars, j'étais prêt à vous zapper. Je dis non, Johan, n'abuse pas, c'est pas Super Bowl, n'abuse pas. On va plus trop parler après le match, mais. N'abuse pas. Puis en plus, j'ai avec mon petit qui s'est pété le bras juste avant le Ouais, match. Alors, il dormait à côté de moi, Bichette, dans le canapé. Bref. Et donc, du coup, le jour J, comment ça se fait? Tu dis que tu prends le parking et après, tu y allais peut-être un peu pas trop par rapport à d'habitude, non? Ouais, alors dans mes jeunes années, quand j'étais pas marié, surtout quand j'avais pas d'enfants, je essayais de trouver quelqu'un avec qui faire un vrai tailgate. Voilà, faut savoir que les Américains, le tailgate, c'est une religion. Enfin, Elvin, tu pourras en parler tout à l'heure, tu y es déjà allé. C'est les mecs, il y a une raison pour laquelle ils peuvent arriver à 7h du matin, c'est ils arrivent avec un énorme pick-up, ils ont des tentes, des chauffages, des télés, des barbecues de l'espace. Moi, j'ai une Nissan Versa. En gros, c'est une Clio, tu vois. Donc, j'arrive sur le parking. Le grill passe pas dans le coffre. C'est ça. Donc, là, on est arrivé. Bon, en plus, on avait du bol parce que sans rentrer trop dans les détails de ma vie personnelle, mais ma mère était là, donc elle avait pu garder notre fille. Mais bon, on est parti 2h30 avant le match. Et on s'est posé sur le parking. On a sorti deux chaises de camping. On a bu une bière et c'était notre tailgate. Alors, tu habites à combien du stade, Emilien, exactement? Alors, moi, j'habite sur le côté ouest de Kansas City. Je suis à Merriam-Shawnee. Ça devrait parler à Elvin. Et le stade est vraiment de l'autre côté, plutôt du côté. Dans le Kansas, du coup. Ouais, moi, je suis dans le Kansas, exactement. Et le stade est dans le Missouri. Le stade est dans le Missouri, bien le préciser pour les. C'est à peu près à 30 minutes de chez moi. Ça dépend du. Et quand tu te gares à aller au stade à pied, tu mets combien de temps? Eh ben là, du coup, je me suis garé sur le lot, la partie du parking qui s'appelle L. Et c'est vraiment la plus loin. Pour le coup, tu en as bien pour 25 minutes à pied. Après, le truc bien, par contre, c'est que tu peux sortir assez rapidement du. D'accord. Parce que moi, j'étais allé au Dodger Stadium. Bon, c'est pas le même sport, c'est le baseball. Mais à un match contre les Angels, le stade était plein, hein, vraiment sold out et tout, vraiment incroyable. En plus, il y avait Ohtani qui était aux Angels à l'époque. C'était pas. Et j'avais trouvé, pareil, c'était garé tout en bas et, du Dodger Stadium. Et on avait mis quoi, 25 minutes pour y aller à pied. Mais c'est cool, quoi. Ça te permet de te balader, de te mettre dans l'ambiance. Tu vois les gens. Je trouve ça cool, quoi. Je trouve ça cool. Ouais. Et vu le prix du parking, le parking qui s'appelle Gold, pour être garé au plus près, c'était $250. Oh. Donc, bon, j'allais 20 minutes à pied, c'est pas si grave. Ça me fait faire un peu de sport. En plus, c'est pas plus mal. Ouais, donc, alors, en tant que Français, comment ça se fait que t'as pas en tant que Français, comment ça se fait que tu n'as pas, en tant que bon pollueur, bon migrant américain, t'es français, pourquoi tu n'as pas un vrai pick-up? je suis encore très français, comme mon accent, quand je parle anglais, le prouve, et mes petites écharpes. Donc, non, moi j'ai une petite voiture, c'est beaucoup plus pratique à garer, ça me va très bien, plutôt que d'avoir un énorme truc, un engin de guerre, là. Non, moi ça me va, ma petite Versa. J'ai vu des trucs, quand tu es sur l'autoroute aux États-Unis, c'est complètement dingue. Il y a des voitures, c'est ouf. Mais c'est bref. quelque chose. Ok. Et donc, du coup, là, pour poursuivre, tu nous disais, il y avait beaucoup de fans des Bills. Tu estimes combien à peu près le pourcentage, tu vois, un 80, 70? Honnêtement, je pensais qu'il y aurait plus de fans des Bills. J'avais dit dans la conversation de groupe, quand j'ai vu que c'était les Bills par rapport aux Ravens, je me suis dit c'est aussi pas bon pour le prix des billets et pour l'ambiance dans le stade, parce que la Bills Mafia voyage pas trop mal. Mais j'étais un peu déçu, dans le bon sens pour nous, hein, mais j'aurais dit à peu près 75-25. Il n'y avait pas tant que ça de fans de Bills. Il y en avait beaucoup plus dans mes souvenirs pour le match des 13 secondes il y a 3 ans. Que cette année. Mais ils ont des places, excuse-moi de te couper, mais c'est un peu comme les supporters, nous, avec le foot chez nous. Est-ce qu'ils ont des places attitrées, des places réservées, ou ils viennent comme ça à l'improviste? Non, tout ça est tout ouvert. Moi, j'avais un couple devant moi qui était des fans de Buffalo.
Mais il y en avait vraiment beaucoup. Ils ont dû être contents de t'avoir derrière. Tu leur as trahi les oreilles. Après, quand c'est la bonne ambiance et que tout le monde se respecte et que t'as pas des débiles qui font n'importe quoi, ça va. Quoi, oui, mais on peut chambrer un peu quand même. Non, mais bien sûr, en rigolant. Non, mais bien évidemment. Mais parce que quand tu vois là, moi, ce qui s'est passé aux Eagles à la fin du match, quand tu vois, il y a certaines images avec les fans des Commanders, c'est quand même plus que moyen, quoi. Non, mais Elvin, t'as totalement raison. En fait, ce qui était assez drôle, c'est que c'était un couple. Et en fait, la nana était habillée, mais pas du tout habillée en mode match. Elle était vraiment classe. Elle avait un joli petit bonnet des Bills et tout. Et elle avait son mec à côté. Je pense qu'elle l'avait traîné de force. Le pauvre gars, il a vécu l'enfer. Je pense que le foot, il en avait rien à carrer. Il était assis, il était comme ça sur sa chaise pendant 3 heures, avec moi qui était penché à 2 cm de son oreille à brailler pendant 4 heures. C'était horrible. Le pauvre, je connais pas, mais je suis désolé. J'espère qu'il te regarde à l'heure-ci. J'espère qu'il te regarde et qu'il jette des fléchettes. Le pauvre, c'était horrible. Franchement, je le plains, mais bon, après, si tu viens au stade, bon, c'est voilà. Mais lui, il a dû me détester. Il était comme ça, prostré. Et ça, quand il y avait des points pour les Bills, Sadana lui faisait un petit high five. Timidement, il levait la main, mais tu sentais qu'il en fait, c'était un fan de Kansas City, non? Non, je pense que c'était un fan d'autre chose, mais pas de foot. Et est-ce que ça fait du bruit, l'ambiance en vrai? Parce que moi, j'ai déjà fait pas mal de stades en France. J'ai fait Geoffroy Guichard, le Vélodrome, le Parc, tout ça. Quand les supporters se mettent à siffler, tu sens que ça fait presque mal aux oreilles. Je pense que c'est pas comparable, mais après, c'est mon point de vue. C'est vraiment différent, en fait, dans le sens où l'ambiance stade de foot en France, tu as un mec qui fait chanter, tu as des chants répétitifs, tu n'as pas tout le stade qui chante, etc. Là, il y a vraiment des moments, c'est-à-dire que quand les Chiefs sont en attaque, il n'y a pas un bruit. Donc, c'est là qu'on entendait un petit peu les Bills et du coup, ils faisaient vraiment pas beaucoup de bruit par rapport à ce que j'ai connu. À la télé, on n'a pas entendu. Hein. À la télé, tu n'entendais que Mahomes. T'entendais que Mahomes, ses appels de jeu et tout. C'est clair. Très faible. Par rapport il y a 2 ans, j'avais fait la finale contre les Bengals. Il y avait beaucoup plus de Bengals et on les entendait beaucoup plus. Là, les Bills, il y avait vraiment pas grand monde. Après, quand ça gueule vraiment quand ça braille, vraiment sur les jeux en attaque de l'équipe adverse, le bruit est quand même vraiment pas mal. Après, il y a quelques années, les gens avaient l'habitude de taper sur les sièges en plus de crier, ce qui élevait vraiment le niveau sonore. C'est très différent. Je dirais que j'ai vécu plus d'ambiance incroyable à Geoffroy Guichard, je suis supporter stéphanois, mais il y a quand même des moments à Arrowhead quand vraiment, là par exemple, sur la 4e loupée d'Allen, tu as tout le stade qui s'est mis à sauter en même temps et à hurler. C'était quand même vraiment, vraiment impressionnant. On rappelle que Arrowhead a le record d'être le stade le plus bruyant de la ligue. Je crois que c'était les Seahawks, tu vois, j'aurais pas cru. Je crois que c'était 142 décibels, c'est toujours Arrowhead le plus. Okay. Ça n'a pas été battu. Okay. D'ailleurs, 142 selon les refs. Après, je ne sais pas officiellement. Selon les refs. Nouvelle règle. D'ailleurs, quand j'avais visité le stade, ça remonte déjà 6 ans. Justement, c'est expliqué qu'au niveau de l'architecture, le stade est conçu de telle manière justement pour que le bruit reste vraiment et résonne sur les différentes parties des tribunes, et justement pour accentuer ce côté vraiment ambiance chaude. Et sinon, un truc que j'ai remarqué aussi souvent, sûrement nos éditeurs vont le remarquer aussi, c'est que pendant le match, surtout au retour du 3e quart-temps, il y a une grosse partie des tribunes qui est vide. Et j'avais remarqué ça aussi quand j'avais été voir la Coupe du Monde féminine. J'avais été voir un match de l'équipe américaine, donc il y avait énormément de supporters américains. Et au fait, j'ai remarqué que en plein milieu du match, il y a un but, les mecs sortent, ils vont s'acheter à boire, à manger, ils reviennent peut-être 5-10 minutes après. Et puis c'est ça, tout le monde en fait, ça n'arrête pas de bouger. Et j'ai l'impression que c'est un peu le même cas du coup. Ils ne consomment pas le sport comme nous. Hein. C'est très américain, ouais. Moi, quand j'étais au Dodger Stadium, on avait payé la place quand même $200 la place. $200 la place. Donc, on était super bien placés. On était juste derrière ça s'appelle le pitcher, celui qui lance le ballon, la balle, c'est ça? Était juste derrière. Non, on était derrière celui qui bat le batteur, je veux dire, le batteur. Et on était vraiment au Tony. Je l'ai vu vraiment tout près, quoi. Et les gens, ils se sont vus, ils ont fait la première manche, ils sont levés, ils sont jamais revenus s'asseoir. Jamais. Après, pour le coup, un match de baseball, c'est interminable. Moi, quand j'étais allé voir les Yankees jouer contre les Royals, du coup,
Ah, c'est encore plus long qu'un match de foot. Je suis arrivé, on était arrivé juste peut-être une demi-heure, 1 heure avant que ça commence. Et donc, je dis, bon, ça va, on n'est pas trop juste, les gars, pour le tailgate. Il fait, ah non, t'inquiète pas. Et là, je vois, le match est commencé. Je dis, les gars, ça a commencé depuis 3 quarts d'heure. Oh, t'inquiète pas, on va y aller après. Et effectivement, en fait, on est rentré dans le stade et il restait encore 2 heures de match. C'est interminable, un match de baseball. Si tu rates la première heure, tout le monde s'en fout, en fait. C'est le football, je pense qu'au début, tu vaut mieux être là quand même pour tous les rituels. Et sinon, le truc là, ce qui fait un peu la référence du public des Chiefs aussi, c'est l'hymne national à chaque fois. Ça fait rager tous les autres Américains dans les autres stades. Ils peuvent pas le contrer. Le Home of the Chiefs. Home of the Chiefs, là, tu sens là, même quand tu regardes les replays du Super Bowl des autres années, là, dès que tu vois le début, tu l'entends dans le stade. Et est-ce que vous savez d'où ça vient justement ce petit truc qui est vraiment très particulier à... Non, mais tu vas nous le dire. Non, mais justement, je sais pas. Non, pour le coup, c'est vrai que c'est vraiment sympa. Puis au même moment, tu as toujours un avion, hélicoptère, un bombardier. Voilà. Ouais, la semaine dernière, c'était les hélicoptères de l'armée, c'était cool. Ouais. Là, c'était une espèce de truc qui ressemble à je sais pas, un avion. T'as l'impression que c'est un jet. Ouais. C'est absolument incroyable ce truc. Et moi, la semaine dernière, j'avais adoré. Ça a fait retour des réseaux sociaux parce que le mec, il a ouvert la porte juste quand il passe à Roued et il est à travers là avec le drapeau de Kansas City et tout là. Ça il savent faire. Incroyable. C'est vraiment mention spéciale à l'hymne national, tu vois, qui a été chanté par un ancien général. Là. Il a vraiment, il a foutu les poils. Et puis d'ailleurs, de toute façon, c'est bien connu que la dernière image que tu vois avant de mourir, c'est Chris Jones qui pleure pendant l'hymne national. Si ça arrive, c'est que tu sais qu'il reste plus longtemps à vivre, quoi. C'est sûr. Et donc, du coup, Edwin, toi aussi, tu as vécu sur Kansas City. Tu peux nous dire à peu près quand c'était, ce que tu as vu comme match un peu Ouais, je suis revenu, moi, c'était il y a un moment, je suis revenu en 2012, donc tu vois, c'était il y a très très longtemps. À l'époque, je pense que ça va pas parler à grand monde qui nous écoute, parce qu'à l'époque, notre quarterback, c'était Matt Castle. Donc, il a réussi il en parle un petit peu il a réussi à se placer un peu dans quelques médias locaux, mais c'était pas un très bon quarterback. En fait, à l'époque, on était une des équipes les plus mauvaises. Pour vous dire, l'année après, je crois que c'est l'année suivante où on a le first draft pick où on prend le tackle gauche Fisher. Donc, si on a eu le first overall pick, c'est qu'on n'était pas terrible, quoi. Et à l'époque, les places, moi j'avais acheté ma place avec le YMCA, donc c'est pas les Village People, c'est ma salle de sport. C'est pas grave, c'est pas grave, Elvin. non, c'est YMCA, en fait, c'est t'as le droit d'être le policier ou le cowboy à Stocky War. Ouais, l'homme de chantier, c'est avec la moustache, là, l'homme en cuir. Là. Non, mais en fait, c'est un truc familial qui propose, entre autres, du sport et des salles de sport. Et donc là, ils vendaient des billets, en fait, à pas cher. À l'époque, j'avais payé $35 ma place. En l'achetant comme ça au dernier moment. Et c'était un match contre les Raiders en plus. Donc c'était un match de division. Et alors moi, je n'étais pas très bien placé, je trouvais. Enfin, en même temps, à ce prix-là, peut-être faut pas s'attendre à grand-chose. Mais j'étais juste en dessous un balcon. Donc du coup, je me souviens que on voyait pas toujours très très bien. Surtout c'était côté vraiment derrière une end zone, quoi. Mais l'ambiance du stade, c'est là que j'ai découvert en fait. Quand j'avais dit à ma famille là-bas, quand j'avais dit que j'allais voir un match des Raiders, ils me disaient t'as bien choisi, je pense que tu vas découvrir ce que c'est qu'une vraie rivalité, effectivement. À la mi-temps, tu vas dans les toilettes et donc tout le monde aligné devant les urinoirs. Et puis là, t'as un mec qui rentre avec un maillot des Raiders, grand silence de plomb, et d'un seul coup, un mec qui commence à crier « Fuck the Raiders !» et tout le monde qui reprend en chœur, fuck the Raiders, fuck, et le pauvre type qui est en train de pisser tranquillement dans son urinoir. Donc je dis, ok, il doit y avoir un truc spécial avec les Raiders ici. Bon, on avait fini par perdre le match. C'était pas un match extraordinaire. Je me souviens plus ils avaient montré en direct un replay de, je sais pas si vous avez déjà vu cette action, mais c'était un touchdown qui a été marqué en faisant un front flip, un salto avant, par-dessus le défenseur. C'est un receveur des Bengals qui a fait ça, Jerome Simpson, je crois. Et en fait, c'était limite le highlight du match. C'était le fait qu'ils aient montré le highlight d'un autre match en même temps, parce que les Chiefs étaient vraiment mauvais à l'époque, quoi. Le coach, c'était Romeo Crennel, qui est
on va considérer peut-être comme un des plus mauvais. C'était le coordinateur défensif, je crois, à l'époque, et il avait pris le relais parce que le head coach s'était fait virer. On va considérer comme un des plus mauvais head coach de l'histoire de la franchise. On venait de perdre le meilleur running back de l'histoire, je pense, des Chiefs, Jamal Charles. On venait de le perdre alors il a été criblé de blessures, donc là, il s'était fait les croisés. Et il y avait une seule star un peu dans l'équipe, c'était Dwayne Bowe. Je ne sais pas si vous avez déjà vu passer ce nom-là. Des fois, c'est lui qui bat le tambour pour Arrowhead. C'est quand même un des receveurs stars de l'histoire des Chiefs. Et donc, c'était son maillot que j'avais acheté du coup. J'y connaissais pas grand-chose à l'époque, mais j'avais découvert ce que c'était qu'une ambiance de sport à l'américaine, quoi. Donc du tailgate au début, une vraie rivalité où franchement tu rigoles pas. Et puis une ambiance dans un stade assez dingue, quoi. Mais à l'époque on était nuls, donc bon. C'est quand même hyper satisfaisant de se dire voilà t'es back to back, peut-être to back champions, alors que quand tu as commencé, tu étais le plus nul, quoi. Ouais, comme quoi, faut pas bouder son plaisir, vraiment profiter de ces années-là. Exactement. Et moi, ça me fait penser là à mon cousin par alliance, du coup, qui vit à Casey. Et quand j'étais allé il y a 6 ans, c'était la première vraie saison de Patrick Mahomes. Donc, on est allé là-bas. Le match, c'était contre les Patriots en saison régulière, donc c'était là-bas. Et notre avion se croisait. Du coup, j'ai pas pu aller voir un match. Et au fait, il me disait, de toute façon, les Chiefs sont des nuls. Enfin, clairement, c'était vraiment son discours. Il avait été très, très traumatisé par la finale AFC, je crois, en 92 ou 93, perdue justement contre les Bills. Et il était vraiment resté traumatisé. Il m'avait dit, même après, quand on avait joué contre c'était Indianapolis, je crois qu'on avait joué avant de jouer les Patriots, il m'avait dit, faut pas s'enflammer, ça reste les Chiefs, même si on a un jeune quarterback qui a été drafté, qui est pas trop mal, on reste quand même les Chiefs. Et voilà, je pense qu'il pesait sur lui encore toutes ces années de galère qu'on avait pu voir précédemment. Du coup, on va rentrer dans le débrief à proprement parler, parce qu'on est quand même là pour ça. Du coup, Elvin, tu as écouté le Pat McAfee Show. Ouais, c'est vraiment un excellent podcast. C'est une émission quotidienne, en fait, c'est sur YouTube. Et puis, les mecs, ils se retiennent pas pour dire ce qu'ils pensent. Schefter, vous savez, le journaliste, insider, machin, qui a l'oreille des agents, des joueurs, des front office et tout ça. Il intervient régulièrement, plusieurs fois par semaine. Donc, tu as souvent un peu les rumeurs, les infos en avance, et puis souvent des analyses assez intéressantes aussi. La deuxième partie, c'est avec AJ Hawk, un ancien linebacker, qui je crois que c'est le beau-frère de Pat McAfee. Mais du coup, c'est des gars qui parlent football, quoi. Et là, sur ce match-là, ils sont revenus notamment sur. Alors lui, sa phrase à Pat McAfee, c'est The Chiefs is still the Chiefs. Donc ça veut dire, en gros, il ne pariera jamais contre les Chiefs jusqu'à ce que quelqu'un prouve qu'ils peuvent perdre en playoffs, quoi. Et donc du coup, ils sont revenus sur ce match-là, et notamment aussi sur les quelques discussions sur l'arbitrage très rapidement. Je sais pas si vous avez eu un avis sur les deux trois actions qui ont fait un peu, on va dire actions qui ont fait un peu parler. Donc le catch de Xavier Worthy. Et, le catch, il est simple. Le ballon, il est catché, que ce soit par Bishop ou par Worthy. Le ballon ne bouge pas, c'est un catch. Après, avantage à l'attaque. Worthy a le ballon, c'est avantage à l'attaque. Il n'y a même pas de discussion à avoir. Point barre, c'est la règle. C'est la règle. Il n'y a pas 50 solutions, c'est la règle. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est ce qu'on appelle une possession simultanée. Donc, la règle, si on considère qu'il y a une possession, la possession ici, dans ce cas-là, c'est une possession simultanée. Et dans ce cas-là, la règle dit avantage attaque. L'année dernière au Super Bowl, quand Yutsek il récupère la balle, il catch le ballon et il tombe, vous savez, ça doit être en prolongation juste avant la fin du match, où il tombe et puis il prend la première. Et vous savez, c'est en prolongation, il tombe, il prend la première et le ballon tape le sol. Mais il l'a catché, le ballon ne bouge pas et il tape le sol. Et les arbitres, ils ont dit première tentative. Ils n'ont pas revenu, ils n'ont pas dit tiens, le ballon a touché le sol. Non, il a catché, le ballon ne bouge plus. Même s'il touche le sol après. Point barre. Là, le ballon, il ne bouge pas d'un poil. Il ne bouge pas d'un poil, le ballon. Point barre.
Et en fait, c'est la quand règle, quand tu non, vois mais à un moment donné, je veux bien que les Bills ils soient en colère, je veux bien que les fans des Bills nous tombent sur Kansas City ou les arbitres. Déjà, Kansas City, ils sont pour rien. C'est les arbitres qui arbitrent déjà. C'est pas Kansas City qui arbitre le match, déjà, premièrement. Et deuxièmement, les règles sont les règles. Le ballon ne pas bouger. Le ballon ne bouge pas dans les bras. C'est catché. Point barre. Ça aurait été une inter, c'est exactement la même chose. C'est point barre. Le ballon. Ouais, il faut juste rappeler que Worsi l'a catché. Le ballon peut toucher le sol. En fait, la règle de toucher le sol, c'est un peu ça que je reproche. Alors, je ne vais pas citer, mais à certains sites experts d'analyse de football français, voire à un moment donné, j'ai allumé aussi un petit peu la télévision française pour regarder le match. Tu sens quand même qu'il y a un petit déficit de connaissance des règles et sur tous ceux qui commentent sur Internet, tout ça. Moi, je dis pas que je connais toutes les règles. Je pense que comme 99% des fans de football américain, des fois, on se retrouve pris, on connaît pas tout. Mais quand je connais pas, du coup, je me la ferme. Et le problème, c'est que on sait que voilà, c'est comme ça. Tout le monde, dès que tu commences à suivre un petit peu, tu as envie de l'ouvrir sur la règle. Il faut savoir que le ballon peut toucher le sol si le sol ne t'a pas permis d'avoir la possession complète du ballon. Exactement. Voilà. Si on juge que tu avais la possession avec ou sans le sol, ce qui là a l'air d'être le cas parce que quand même il le colle contre son épaule et que ça touche le sol, le ballon bouge pas. Bah dans ces cas-là, le catch est complet, quoi. Ils review l'action, les arbitres review l'action. Je vois pas pourquoi ils nous donneraient première tentative. Alors en sachant qu'en plus on avait la première tentative parce qu'il y avait un flag juste avant sur Kelsey, je crois. Ouais, c'est ça. C'est Hamlin qui. Non, c'est sur un holding je sais plus. C'est Hopkins qui se fait tenir, je crois. Ouais. Voilà. Bref, on récupère une première quoi qu'il arrive. La finalité, peut-être qu'on va pas au télé, j'en sais rien. Mais la finalité, elle est la même, sauf qu'on recule peut-être un peu sur le terrain, mais on recule pas de grand-chose. On est en red zone quoi qu'il arrive. Hein. Quoi qu'il arrive. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ça, il parlait de ça. Et puis la deuxième action que je trouve intéressante, où Pat McAfee revenait là-dessus, c'était la 4e et 1, où il tente pour une énième fois un touche-touche foireux. Ouais. Sachant qu'on les a arrêtés, je crois, 3 fois dans le match, ce touche-touche. 3 fois sur 6. Ouais, quand même 3 fois sur 6. Alors, c'est une aparté, hein. Mais je suis désolé, les gars, vous n'êtes pas très créatifs, quoi. Vous avez 6 fois où vous avez une 3e ou une 4e et très court, et à chaque fois vous revenez vers le touche-touche alors que ça. Les gars, quand tu regardes des équipes comme les Chiefs, quand on a une 4e et 1, on varie, on a tenté des trucs. Tu fais la passe courte sur le côté, Ils ont un mec qui s'appelle Josh Allen, ils ont un mec qui s'appelle James Cook. Mais les gars, au lieu de faire un truc que tout le monde attend, que tu vois arriver, autre chose. En plus, James Cook nous met un peu tarif quand même à la course. Hein. Il a été très bon. Il fait 6,5 yards de moyenne. Il nous met tarif. Putain, en 4e et 1, change un coup, fait courir Cook, quoi. Je sais pas, moi. Ouais, on en reviendra. Mais McDermott a peut-être sa part de responsabilité. Mais du coup, dans l'émission, dans l'émission, donc McAfee, il expliquait en fait que tu sais, parce qu'il y a toujours ce côté complotiste où ils disent mais on a vu les 2 juges descendre et il y en a un qui est là et après il change sa course et il s'aligne sur l'autre. Et donc McAfee expliquait et fait en fait le principe des 2 arbitres de ligne, c'est que t'en as un qui est le near ref et l'autre qui est le far ref. Et donc celui qui est censé, donc l'arbitre proche, l'arbitre loin, celui qui est censé marquer l'endroit du progrès maximum, quoi, de là où la balle est allée le plus loin, c'est celui qui est le plus proche. Ça semble logique. Et donc, du coup, celui qui est le plus loin, il descend et il s'aligne sur le near ref. Et donc, il explique ça. Donc, il dit, voilà, l'arbitre qui était le plus proche de l'action, qui avait le plus de visibilité, est celui qui décide où se trouve la progression maximum. Et, une fois que ça a été fait, je crois que cette action-là a été en plus revue derrière. Ce que disait Pat McAfee, et il disait il n'y a pas une image qui montre non pas que le ballon il n'y a pas une image qui déjuge l'arbitre de ligne. Et donc à partir du moment où il n'y a pas d'image qui déjuge l'arbitre de ligne, dans ces cas-là tu peux pas revenir sur une je pense que le débat se fait, mais et là où j'étais assez d'accord avec Pat McAfee, juste pour terminer là-dessus et pour être le plus neutre possible, c'est que si débat il doit y avoir, c'est pas sur cette action-là, parce que là, il n'y a pas une image qui montre le ballon qui a passé la ligne, le plan vertical. Si débat il doit y avoir, c'est plutôt sur le fait que Kincaid, sur sa réception juste avant, ne l'ait pas eu le first down déjà.
parce que je sais pas si vous voyez l'action juste avant, t'as Kincaid, il attrape et puis il tend un peu le bras vers l'avant. Je pense qu'il est possible que ça soit pas ses coudes qui aient touché premier et qu'il ait réussi à faire passer le ballon et avoir le first down. Pour moi, cette action-là, elle est presque plus, tu vois, il y a presque plus à dire. Mais à un moment donné, si tu commences à revoir tous les petits trucs comme ça, à n'importe combien de centimètres et tout, attends, on n'en finit plus, quoi. Nous, il y a des face masks qui n'ont pas été sifflés. Il y a eu certaines décisions qui n'ont Ouais, pas mais été sifflées non plus. Sur à un moment donné, Caliendo, quand t'aimes le sport, tu regardes le sport, quoi. Caliendo, il se fait flaguer alors qu'il bouge pas sur la ligne, alors que c'est clairement un false start défensif, faut être clair. Bref, voilà, je veux pas épiloguer sur le sujet, mais de toute façon, l'action qui fait parler, la fameuse 4e, s'il la donne aux Bills, sans voir l'image réelle, il y a contestation de la part de Kansas City, quoi qu'il arrive, de tous les fans. Si de l'autre côté, on la donne à Kansas City, il n'y a pas les images réelles non plus. Donc voilà, donc à un moment donné, faut croire l'arbitre de terrain, ouais. Exactement, faut croire l'arbitre. L'arbitre a le droit de se déjuger, l'arbitre a le droit de faire des erreurs aussi. Mais les arbitres ne sont pas aidés. On a qu'à mettre une puce dans le ballon une bonne fois pour toutes et de savoir où se trouve le ballon. C'est quand même pas mais tu vois, mais c'est quand même assez drôle, c'est que ce serait pas un AFC Championship game si on changeait pas une règle après la défaite des Bills, quand même. Enfin, c'est quand même le principe, quoi. C'est que à partir du moment où les Bills perdent en finale AFC, on doit changer une règle. Donc là, tu vas voir que ils vont mettre une puce dans le ballon, ils vont. Mais moi, ce sur quoi je veux terminer pour les refs, c'est que les gars, c'est pas grave si on connaît pas toutes les règles, mais si on n'est pas trop sûr, vaut mieux se retenir plutôt que d'aller critiquer d'un peu partout. Par exemple, on parle souvent des false starts de Jawan Taylor en disant il bouge sa jambe. Les gars, un tackle a le droit de repositionner sa jambe arrière. Il n'a pas le droit de bouger ses hanches. Et en fait, un false start, c'est pas quand il peut bouger sa jambe arrière, c'est s'il bouge sa hanche. C'est hyper technique, mais il y a un gars qui fait ça très bien, c'est le tackle droit des Eagles. Vous regarderez ça dans 2 semaines, dans 1 semaine et demie. Lane Johnson, il a le meilleur kick step, il bouge à chaque fois on dit il bouge sa jambe plutôt. Oui, mais si ta hanche ne bouge pas encore, tu as le droit de repositionner ta jambe. C'est tous ces petits trucs-là, mais le tackle qui bouge le bras, alors il n'a plus le droit de bouger son bras non plus. Tu sais, des fois, avant que le snap soit lancé, il bouge son bras, le tackle. On le voit des fois, ou le guard faire ça. Ouais. C'est pas un holding. Il a le droit, justement, il a le droit de faire ça. Un false start. Un false start, pardon. Un holding. Non, mais en fait, c'est ça, c'est que tu as tellement de détails dans ce sport-là que des fois, il vaut mieux se retenir un petit peu de tout commenter, surtout avec des captures d'écran foireuses. Non, mais et puis à un moment donné. Je reviens à mon truc à chaque fois. Hein. Si tu en viens à critiquer les refs pour une défaite, c'est une stratégie de loser. Exactement. Et moi, je vais venir. Ils perdent pas là-dessus. Hein. Point barre. Hein. Non, mais ça, non, bon, ils ont 3 minutes. Je suis désolé, ils ont 3 On va en discuter justement derrière. Et juste voilà, pour terminer, après moi, pourquoi sur la 3e et 1 de Kincaid, au pire, s'ils sont pas sûrs, McDermott, il lance son mouchoir rouge. Voilà, et puis c'est challengé à ce moment-là, et voilà, donc là-dessus aussi, il doit faire le taf. Donc pour moi, c'est voilà, c'est comme exactement. Et puis même sur les règles, au pire, si tu sais pas, c'est pas grave, on peut pas tout savoir, mais au pire, tu te renseignes avant de sortir des énormités comme on a pu voir à droite, à gauche. Du coup, Yo, tu as l'air d'avoir beaucoup de choses à dire. Pour toi, qu'est-ce qui a fait qu'on a gagné ce match, contrairement au match de la saison régulière qu'on avait ou qu'on perd à chaque fois? Qu'est-ce qui dimanche a fait qu'on a remporté le match? Tout simplement, on est les meilleurs. Point barre. Je valide. Non, mais point barre. On a vu qui était le meilleur quarterback sur ce match. Il n'y a pas photo. Point barre. Il n'y a pas de discussion à avoir. Mahomes en playoff, Mahomes, c'est le meilleur. Il n'y a pas de débat à avoir. C'est Nick White qui le dit, qui l'a encore dit dans son émission. Il y a eu Joe Burrow, il y a eu CJ Stroud, il y a eu Josh Allen, il y a eu Lamar Jackson, il y en a eu plein de quarterbacks. Il y en a eu plein. Il y a eu l'année dernière Brock Purdy au Super Bowl. Il y en a eu plein. Le meilleur, le plus clutch, le plus précis, le meilleur de ces 7 dernières années en playoff, c'est Mahomes. Il n'y a pas à chercher à comprendre. Et après, ben là, je suis obligé de le donner à Hugues, parce qu'il nous l'a assez souvent répété. Le cahier de jeu planqué, il était bien planqué, et que les Bills ne soient pas prêts mentalement à prendre des courses Mahomes, mais c'est une faute professionnelle de ne pas avoir préparé ça. Moi, je dis ça.
dis rien. Chacun Les son gars, avis. on a quand même eu le premier QB run design de la saison pour Mahomes. Oui, mais C'est la première course du QB planifiée, quoi, si vous voulez, pas improvisée, de la saison. Bien sûr. Donc t'imagines, t'es les Bills, tu prépares tout, tu regardes tout le film, tu te tapes des heures de toute la saison des Chiefs, tu vois pas une seule course prévue de Mahomes. T'es obligé de l'avoir dans ta tête à un moment donné en tant que cordeau défensif. T'es obligé d'y penser parce que tu sais qu'il va te la sortir à un moment donné. C'est obligatoire. Ouais, sauf que là où on est au-dessus, c'est que le QB run design, le premier touchdown du coup de Kareem Hunt. Pardon, le deuxième, Mahomes, celui où Kelsey bloque Mahomes. Ce QB run là, on montre une formation que les Bills connaissent, qu'ils ont vu dans la saison régulière. Greg Rousseau, leur edge aux Bills, il dit en interview, on a vu la formation, on la connaissait, on savait ce qu'ils allaient faire, sauf que non, en fait, on a montré une formation qu'on a utilisée dans la saison et on fait autre chose et on marque le touchdown. Et c'est là que désolé, je te coupe un peu, vas-y. Guillaume, mais je trouve que moi, c'est là où on a été extraordinaire. Donc, le playbook caché, voilà, mais en fait, c'est qu'on a été meilleur sur quoi? On a été meilleur sur le football situationnel. C'est-à-dire que le moment où il faut débloquer une situation, on avait les meilleurs joueurs, on avait les joueurs qu'il fallait et surtout, on avait les meilleurs coachs, quoi. Parce que moi, je trouvais que le coaching offensif, défensif, on en reparlera de Spags, mais pour moi, c'est peut-être son meilleur match en tant que coordinateur défensif des Chiefs. Moi, ce que j'ai envie de dire par là, c'est bon, alors le fumble, je sais pas, vous le mettez à la faute de qui? De Patrick ou de Pacheco, le fumble? Les gants de Pacheco. C'est le gant de Pacheco qui accroche la main de. Voilà. En fait, moi, j'arrive pas. Ce drive-là, j'arrive pas. C'est un run pass option, donc tu as le choix entre courir ou passer. J'arrive pas. C'est que c'est pas une course qui est appelée, c'est pas une passe qui est appelée. C'est ni l'un ni l'autre, c'est un RPO. Donc c'est Mahomes qui doit décider ce qu'il fait. Et donc je pense que Mahomes a dû croire que Pacheco la gardait. Pacheco a dû croire que Mahomes la gardait. Et on voit sur le replay que ça accroche un tout petit peu le gant de Pacheco. Bon. Pardon, Yo. Petit souci d'exécution. Alors, j'ai adoré notre début de match, le drive parfait. Le deuxième, c'est celui-là où on perd la balle. Là, par contre, je dis putain, ça pue quand même. On perd ce ballon-là alors qu'on est aux portes de la end zone. J'étais un peu déçu sur ce drive. Et après, voilà. Par contre, on met 21 points en première mi-temps. Et ce que je veux dire, c'est il y a deux situations que j'ai pas aimées dans le match pour nous. Et pourtant, j'ai pas trop souffert. J'étais serein sur mon canapé. Je me suis levé seulement dans les 5 dernières minutes du match. C'est pour vous dire de mon canapé. Sinon, tout le monde, j'étais assis sous ma couette, j'étais bien. Je regardais le match d'une sérénité plutôt bonne en plus. Et j'ai pas aimé notre dernier drive défensif avant la mi-temps, où là, Josh Allen va trouver un McCollin sur un big play un peu. On met McDuffie là. J'ai pas trop aimé. Voilà, j'ai pas trop aimé ce play-là défensivement. Et notre retour de la mi-temps. Alors qu'on doit prendre des points et qu'on joue. Donc les Bills se sont un peu adaptés aussi, hein, bien évidemment, parce que Milano il s'était mis en spy sur Mahomes sur le premier drive de la deuxième mi-temps. Et du coup, j'ai pas aimé ce drive-là parce que je trouve que voilà, Kareem Hunt faisait le boulot. On doit redémarrer la mi-temps avec plus de Kareem Hunt. On doit redémarrer avec tranquillement et au moins aller chercher un field goal. Et là, j'ai pas aimé ce retour de mi-temps là. Et Emilia, elle dit souvent cette année, on reste au vestiaire en rentrant la mi-temps et je trouve ça un peu gênant. Et voilà. Mais par contre, après, je vous laisse parler. Je vais donner la parole à Emilia parce qu'il n'a pas trop parlé, le pauvre. Je vais dire le dernier play de Spaniello. On l'a pas vu du match. Un blitz caché du fin fond de l'espace. Super bien caché. On en parlera après. Super bien caché. Il ne l'a pas fait du match. Il le sort au moment clé du match pour faire lancer Allen. Alors Allen m'a fait flipper quand même parce que putain, il est en déséquilibre. Il arrive à lancer le ballon. Je me dis putain, si celle-là il la catch, putain, je dis putain, le fumier quand même. Elle doit être catchée quand même. Ouais, mais elle est dure à prendre quand même. Donc, mais il a le temps de s'ajuster, Kincaid. Hein. Mais bon, ouais. Et puis,
Du coup, Et puis voilà, je donne la parole à Emilia, je vais donner à manger à mes enfants. Je vous laisse parler, j'ai trop dit maintenant. Du coup, Emilia, pour toi, qu'est-ce qui nous a fait remporter le match? Autre qu'on soit les meilleurs, mais bon, ça, on le savait déjà. Mais... Moi, je pense que, oui, bon, déjà, je pense que c'est clairement la meilleure équipe sur le terrain qui a gagné. Ça a été encore une fois pour moi un match très Chiefs, à savoir que pour moi, honnêtement, je pense que ce match peut être gagné extrêmement facilement par les Chiefs et qu'encore une fois, on n'enterre pas notre adversaire, on est trop gentil, on les relance. Le moment où on fait le fumble, là, alors qu'on a déjà fait un 2 minutes avant, qui fort heureusement est annulé pour un offside, à ce moment-là, il y a 7-3. Josh Allen a déjà failli lancer 2 interceptions, il a déjà fait un fumble recovered, il a les mains qui tremblent. Notre attaque a fait un premier drive absolument incroyable en partant de nos 10. Là, on avance, on est un vrai bulldozer. Pour moi, là, on va au touchdown, il y a 14-3 et c'est terminé et le match, il doit se finir ici. Mais comme d'habitude, boum, le fumble qui va bien, qu'on ne recouvre pas. Il y a quand même eu 5 fumbles dans le match, hein. 4 recouverts par tous recouverts par les Bills, aucun par nous quand même. Donc voilà, pour moi, c'est clairement la meilleure équipe qui a gagné et on a encore une fois laissé les Bills dans le match. Pareil, avant la mi-temps, on prend 11 points d'avance. Bim, on s'assure qu'ils mettent un touchdown de l'espace juste avant la mi-temps pour les garder un peu près. Mais on ne laisse quand même pas marquer le 2 points. Il ne faut pas non plus que tu reviennes trop près. Carton numéro 3, comme on l'a très souvent fait cette année, on est complètement à la ramasse et on ne marque pas de points sur le carton numéro 3. Et à la fin, on déroule et on gagne. On arrive à faire les quelques plays qu'il faut. Voilà, pour moi, ce match-là ça aurait dû être peut-être pas un blowout, mais quand tu vois qu'on met déjà 21 points en une mi-temps avec un fumble, on ne punte pas une seule fois. Pour moi, la meilleure équipe à gagner sans aucune discussion. Et ne me parlez. Et je ne suis pas intervenu sur le débat sur les arbitres parce que ça me fatigue en fait. Je trouve ça. C'est une perte de temps. Ouais, non, mais en fait, c'était drôle au début. Mais en fait, je trouve que les gens ont vraiment des problèmes, en fait. Et c'est-à-dire que c'est comme discuter avec un mur, en fait. C'est-à-dire que, de toute façon, il n'y a pas d'intérêt à débattre avec les gens parce que, de toute façon, ils vont te sortir le flag qu'on dit. Par contre, ils ne voient pas l'autre côté quand je suis accordé à dire que l'arbitrage est catastrophique. Et voilà. Et quand je vois que maintenant, même certains médias français dans leur podcast en parlent, mais parlent que de l'arbitrage des Chiefs, ouais. Je me dis, c'est vraiment le fond de l'amateurisme. C'est pour ça que je parlais de Pat McAfee. C'est qu'à un moment donné, Pat McAfee, c'est un ancien punter professionnel, légendaire punter professionnel des Colts. Voilà, quand tu as un ancien joueur qui parle, tu l'écoutes. Quand tu as des mecs. Bref. On va pas revenir là-dessus. Non, donc voilà, moi, l'arbitrage, écoutez, si c'est tout ce que les gens retiennent d'une équipe qui fait 7 finales à essayer de suite, c'est que c'est une Kansas City ref. Écoute, très bien pour toi, copain. Puis maintenant, il y a aussi ceux qui disent je vais boycotter le Super Bowl. Mais très bien, mais c'est parfait. Tiens. Il va rien boycotter du tout, il sera devant. Déjà, ça va encore battre les records comme d'habitude. Et Roger Goodell, il s'en tape, tu sais, s'il se dit ah non, le compte de, je vais pas citer de gens qui l'ont dit sur Twitter, mais de machin truc. Il a dit qu'il y aura des pas. Ah non! Le Super Bowl est annulé. S'il n'y aura pas le Super Bowl, c'est fini. Les gars, arrêtez de vous croire si important. On s'en tape. Tu auras le Super Bowl très bien. Tu peux pas le regarder parce que c'est Chiefs et Eagles. Tu rates pas. Voilà. Et c'est Elvin ou Hugues qui l'avait relevé, je crois, la semaine dernière. Si Kansas City était vraiment un point central de l'Amérique pour faire l'économie de la NFL, ça se saurait. Ça se saurait. 2 millions d'habitants avec les Aglo. Bref. C'est ça. Et sinon, pour toi, Elvin, du coup, qu'est-ce qui a fait pencher la victoire de notre côté? J'ai déjà un petit peu dit. Pour moi, c'est vraiment le football situationnel, c'est-à-dire les moments qu'il faut, où on a sorti les joueurs dont tu as besoin. Tu as besoin de grands joueurs dans les grands moments. Et tu vois, on dit Kelsey, il fait pas un bon match. Tu regardes les stats, ok, mais quand tu aimes le football, bon, déjà, il a éteint tous les fans de. Comment il s'appelle, le tight end des 49ers? On l'a oublié parce qu'il n'est pas dans le livre des records. De toute façon. Kittle. C'est qui? Je sais. Je sais pas qui c'est Kittle.
Non, mais je cite son nom, ça fera plaisir aux fans des Niners. Non, mais voilà, c'est qu'à un moment donné, il a éteint tout ce qu'on pouvait dire sur lui avec les blocs de l'espace qu'il te fait. Et puis, il te fait un super match. Il est là quand il faut. Chris Jones, on en reparlera. Donc, à la fois, et puis bon, Mahomes, voilà, je reviens pas. À la fois, tu as des grands joueurs, tu vois, qui te débloquent une situation. C'est ça le football situationnel. Et tu as les grands coachs, quoi. Et la semaine dernière, dans une autre émission, je crois qu'on parlait des plus grands coachs de l'histoire. On mettait Andy Reid peut-être dans le top 2, voire top 1. On disait, il y a Belichick, et moi je disais, il y a Dan Shula et tout ça. Bah, franchement, je sais même pas si je mets pas Andy Reid juste derrière Belichick, parce que Belichick a plus gagné, mais devant un mec légendaire comme Dan Shula, parce que les plays qu'il appelle, tout était parfait, c'était du cousu humain, tu te dis, mais on n'a jamais vu ça, et il le fait au moment où il faut le faire. Et bon, Spags, on en reparlera après dans la défense, ouais. Dans les top flops, mais c'est un match, pour moi, c'est une masterclass de nos coachs, quoi. Et incroyable. Donc, sur le match à proprement parler, on va déjà commencer par le côté offensif, par l'attaque. Et Hugues, toi, c'est quoi qui t'a. Qu'est-ce qui te fait dire que. Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui te fait dire qu'on a gagné le. Moi, je pense que c'est l'ouverture du cahier de jeu, clairement. Dès le début du match, il y a des choses comme l'année dernière. Au fait, contre les Ravens en finale, on voit des jeux au fait qu'on n'a pas vu de la saison. Des façons de jouer, les touchdowns ou même les 4e et 1 de Mahomes. On avait vu ça, c'était l'an dernier au Super Bowl. C'est vraiment des choses qu'on n'a pas vues. Et pareil, les joueurs qu'on va voir en attaque, c'est Juju, il fait 2 réceptions, 60 yards. Il en a fait combien cette saison? Worthy, c'est notre receveur numéro 1 avec 6 réceptions. Après, tu as Hollywood Brown qui nous permet de bien démarrer le match. C'est ça que j'ai bien aimé. Il fait plusieurs first downs de suite qui nous permet de remonter rapidement le terrain. Et puis, tu as c'est vraiment cette combinaison de choses. Tu vois que Hopkins, il n'a qu'une réception. Tu te dis, tout s'est déroulé comme si tout était planifié au final. Et ça s'est déroulé sans accroc, mis à part le fumble qui je pense c'est vraiment une erreur d'exécution, le gant qui a retenu un peu la balle, etc. Mais moi, j'ai trouvé ça impressionnant parce que c'est clairement pas les Chiefs qu'on a vu du tout de la saison. Et pour moi, c'est ça qui a fait la différence sur la partie. Je sais pas ce que vous en pensez du coup là-dessus sur ce que je dis, mais voilà l'impression d'avoir découvert des jeux qu'on n'a pas vus depuis belle lurette, quoi. Donc sur l'attaque du ballon, je vous ai sorti quelques stats sur les clichés qu'on a pu voir en attaque. Vraiment sur l'attaque, qu'est-ce que tu retiendrais? Est-ce qu'il y a des phases de jeu ou des moments du match que tu as bien apprécié? Ouais, j'ai adoré les touchdowns de Mahomes, ça c'est sûr. Worthy, maintenant je peux plus le nier, même si je suis pas son plus grand fan, mais on l'utilise vraiment à la perfection. Ça fait 2 semaines, 2 catchs sur 50-50. Moi qui disais qu'il ne catchait pas des 50-50, il me fait taire, mais tant mieux pour nous. Faut admettre à un moment donné que Xavier Worthy, on l'utilise. Je pense que dans une autre équipe, ça ne marcherait pas comme ça, mais nous, on l'utilise à la perfection et il nous fait quasiment 100 yards à la course et puis à la passe cumulée. Plus de 100 yards. Plus de 100 yards. Plus de 100 yards, ouais, il fait 85 yards à la passe et 16 yards à la course. Ouais, 16 à la course, ouais, c'est ça. Donc, oui. Et il marque son TD, il va le chercher. Le seul petit bémol que je peux lui reprocher à Worthy, c'est le dernier drive avant le field goal. Ne sors pas, reste sur le terrain, laisse l'horloge tourner. Couche-toi, t'as la première, reste dans le terrain. Et ça manque d'expérience. Et je pense que là, déjà, et en plus, tu ralentis. Là, en sortant, tu ralentis le drive, tu laisses le temps se passer et tout, tu vois, t'as plus l'horloge qui tourne. Peut souffler un petit coup. Qui peut souffler un petit coup. Et là, je pense qu'il ne doit pas sortir sur cette action-là. Tu vois, c'est là que tu vois que c'est un rookie. Parce que tu vois, c'est un Samaji Perrine, c'est un Hopkins, c'est McKinnon au Super Bowl contre les Eagles. Il va s'arrêter. Tu vois, il va couper sa course, il met le genou à terre et ça fait couler 30 secondes. Et c'est toujours 30 secondes de prix, quoi. Ça, c'est le seul petit bémol que je peux reprocher. Mais il fait un match exceptionnel. Et l'attaque,
Juju, la première action de Juju, je ne sais pas si vous vous rendez compte, avec Kelsey, comme Kelsey s'efface pour que ce soit Juju qui ait le ballon, c'est exceptionnel. Juju ne lui demande pas 50 trucs, hein, mais moi, il me fait ça au Super Bowl. 2 catchs, il nous emmène en red zone, ça me va. Hein. Ça me va. C'est clair. Et toi, Elvin, du côté de l'attaque? Très rapidement, pour revenir sur Worthy, moi, c'est la journaliste américaine Mina Kimes qui, je trouve, l'a mieux dit cette semaine. C'est qu'elle dit quand les Chiefs trade avec les Bills pour sélectionner un receveur et qu'ils prennent Xavier Worthy, toute la ligue se dit oh non, ça y est, il y a une menace profonde qui arrive chez les Chiefs. Attention, il est très rapide, il va falloir surveiller le fond du terrain. Et en fait, elle dit c'est là que toute la ligue s'est trompée, c'est que c'est pas notre menace profonde, Worthy. C'est un mec qui nous permet de battre la défense en man. Et tu l'as vu que quand on a une défense en man, eh ben Worthy, il se régale. Kairie Lam, mais il en a fait son déjeuner, quoi. Non, mais après, donc en fait, c'est incroyable. Et un petit... Pardon. Il faudra juste rediscuter un peu de Benford. Qu'il ait eu le feu vert pour jouer, c'est une honte. C'est une honte. C'est dans mes flops. Ouais. Et puis, et juste pour finir, quand même, un truc, on n'a même pas parlé encore, ce qui est dingue, mais la protection de Mahomes, quoi. Putain, Joe Thuney. Left tackle qui est assuré, enfin la protection c'est génial, on n'en a pas parlé encore, mais on oublie quand même qu'on fait jouer un backup en garde, qu'on fait jouer un garde en tackle, et puis on n'en a pas parlé. Et on l'a pas vu, et ça n'a pas affecté le match, donc voilà, chapeau là-dessus, quoi. Et on n'a pas appuyé sur leur corner ou leur safety qui était jeune, ou qui était... je trouve qu'on aurait pu plus appuyer sur leur corner et tout ça, on a été gentil, je trouve. On aurait plus visé sur Kairie Lam et tout ça, on l'a pas spécialement... On l'a fait, hein. Mais pas tout le temps, quoi. Voilà. Mais je pense que le plan, c'était pas. Je pense que le plan initial, c'était pas ça. Donc du coup, ça n'a pas assisté. Ouais. Et puis le plan, c'était Worthy, voilà, jouer sur sa vitesse, sur ses décalages, etc. Et du coup, je pense que vu que ça marchait bien, malgré voilà la sortie de Benford, du coup, je pense qu'on s'en est resté au plan qui était prévu. Et que voilà, tant que ça marchait sans avis sûr, ben voilà, je pense que c'est resté comme c'était prévu. Et ouais, comme tu dis, moi je me l'ai noté aussi. Enfin, le changement de tackle gauche pour Joe Thuney, enfin, j'ai envie de dire, c'est une masterclass. On était plus ou moins sceptique dans l'équipe. Voilà, quand ça a été mis en place. Le problème, c'est que Joe Thuney, c'est une force aussi en tant que guard, donc c'est compliqué de s'en passer, quoi. Bien sûr, mais finalement, le coup de poker qui a été joué par le staff, enfin, il s'est avéré payant et on ne peut que leur donner raison, voilà, sur la place au Super Bowl. Et toi, du coup, Emilien, toi de ton côté, au niveau de l'attaque, s'il y a des choses qui t'ont plu, des choses un peu, on passera sur le négatif après, mais voilà, toi, qu'est-ce qui t'a vraiment impressionné ou qu'est-ce que tu as vraiment aimé sur notre attaque? On fait le top et flop là du coup c'est vraiment le côté top de l'attaque, ce que tu as aimé. Côté top de l'attaque, ce que j'ai aimé, c'est que c'est les touchdowns, quoi. De toute façon, toute la saison, on a dit qu'il y avait trop de fois où on mettait des field goals et des touchdowns. La mise à part d'un drive où effectivement ça part très bien, je suis aussi d'accord. J'ai dit la même chose à ma femme pendant le match. Worthy, il doit rester dans le terrain parce que les Bills ont encore 3 timeouts. Et en sortant, du coup, il arrête le temps. C'est un peu dommage, mais je pense qu'il est emporté par l'excitation. Ouais. C'est un big play dans un moment décisif, etc. Il est très jeune, faut pas l'oublier. Donc, mais non, moi, j'ai aimé le fait qu'on mette des touchdowns, quoi. Enfin, les 3 premiers drives de première mi-temps, bon, il y a ce fumble, mais sinon, c'est touchdown. Et quand tu marques 7 à chaque fois, bah forcément, ça change tout. Après, effectivement, Thuney, incroyable, le playbook différent, ça fait des années que je demande des runs design pour Mahomes. On a au meilleur moment avec un super bloc de Kelsey, qui n'est pas un bon tight end parce qu'il ne bloque pas aussi bien que George Kittle. Non, franchement, c'était hyper agréable à regarder. Et puis, on n'a pas abandonné le jeu de course aussi. Enfin, en gros, tout ce qu'on a dit pendant toute l'année, j'ai l'impression qu'ils l'ont un peu fait. Soyez plus décisif en red zone. Protéger Mahomes mieux, ouvrez le playbook et n'abandonnez pas le jeu de course. J'ai l'impression qu'ils ont tout fait en fait, au moment où à la vitesse que Mahomes déclenche les passes, mais c'est fulgurant. Hein. Il va à une vitesse, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je trouve que il prend le ballon, il sait tout de suite quasiment où il va la mettre. Quoi. C'est vraiment, mais il a joué avec une confiance indécente.
Mahomes. Ah, mais c'est Indécent. incroyable. C'est incroyable. T'as l'impression qu'il jouait avec son gamin dans son jardin, quoi. Le mec, il savait exactement. La pression, il n'en avait aucune. Moi, c'est hallucinant. Le match de Patrick Mahomes, tu te dis, mais c'est un grand, quoi. Voire peut-être le plus grand. Enfin, c'est fou, ouais. C'est sûr. Et du coup, pendant que tu as la parole, Emilien, toi, ton flop sur l'attaque, ça serait quoi? C'est le retour de mi-temps? Bah, sur l'attaque, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est de ne pas avoir tué le match sur à cause de ce fumble, là où pour moi, on doit tuer le match, là, ça doit aller au touchdown, et derrière, c'est fini. Après, honnêtement, sur l'attaque, j'ai pas beaucoup de flop parce que j'ai trouvé que ça avait quand même très, très bien joué. C'était vraiment agréable. On a vu un peu... la semaine dernière, il y a eu un gros match de Kelsey. Cette fois-ci, c'est Worthy qui sort du bois. Non, franchement, sur l'attaque, c'est compliqué de donner vraiment un flop, mis à part, on tue pas le match quand on doit le faire, et du coup, c'est beaucoup plus serré au final. Pour moi, je pense que l'écart entre les deux équipes est beaucoup plus grand que 3 points sur ce match-là. Ouais, et question pour toi, Emilien, qui justement veut... tu disais souvent run the ball, tu voulais qu'il fasse plus de courses. Moi, justement, c'est un peu mon flop de l'attaque, c'est le fait que autant d'habitude, je suis tout le temps d'accord avec toi. Autant sur ce match-là, j'ai trouvé que Mahomes était tellement en feu que j'aurais aimé qu'on lui laisse la balle sur un drive de plus pour qu'on mette le dernier clou dans le cercueil, plutôt que justement on enlève la balle de la main de Mahomes et qu'on la donne à soit Hunt, soit Pacheco, et que du coup, on a vu qu'il s'était adapté à notre jeu de course et que ça marchait plus très bien. Et c'est aussi comme ça qu'on leur a rendu la balle rapidement avec des 3 and out, ou, tu vois. Est-ce que toi, tu as trouvé qu'on avait trop couru aussi, ou est-ce que au contraire, tu continues Non, je comprends ce que tu veux dire. Après, je trouve que l'alternance, dans tous les cas, c'est bien parce que ça les laisse. Tu vois, quand on parlait là tout à l'heure, tu disais le touchdown de Mahomes à la course, où eux, ils s'attendent que ça va être une course, mais pour quelqu'un d'autre, pour un running back. Si les mecs savent que tout ce qu'on fait, c'est lancer, je pense que forcément, ça change un peu leur stratégie. Donc moi, en plus, pour moi, on a le meilleur duo de running back qu'on a eu depuis très longtemps. Donc, autant les utiliser. Après, effectivement, je suis d'accord avec toi, Mahomes était chaud. Mais je trouve qu'on l'a quand même bien utilisé malgré tout. Et même lui, j'ai toujours du mal à croire qu'il a quand même couru 11 fois. C'est absolument énorme. 11 courses de Mahomes, c'est le deuxième meilleur coureur derrière Hunt. C'est assez incroyable. Il a couru 2 fois plus que Pacheco. Ouais. Donc au niveau de l'attaque, est-ce qu'il y en a qui ont des choses à rajouter? Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Moi, j'ai beaucoup aimé un des derniers snaps là, avec Perrine, sa réception qui permet d'aller au first down. On a vraiment sur la gauche, on a 3 receveurs qui partent en diagonale. Et du coup, il y a tout le monde qui les suit. Et puis lui, hop, il était derrière, il récupère la balle et puis il se retrouve tout seul. J'ai trouvé que le jeu était exécuté de main de maître et puis vraiment le jeu appelé au bon moment. Donc moi, c'était vraiment ça que j'ai beaucoup aimé. Et puis les enchaînements, je trouvais que c'était très fluide, très préparé, très comme il faut, contrairement où j'ai trouvé Josh Allen, je les ai trouvés très brouillons. Un peu comme si, par rapport à d'habitude, voilà, où ça démarre très fort, c'est très cadré, etc. Au fait, j'ai trouvé que comme s'il était un peu perdu sur le terrain, pas sûr de ses forces, sur qui il pouvait compter. Moi, c'est plus ça. D'un côté, j'étais très content. Moi, ça me va. Mais voilà, je pensais que Josh Allen, on allait se faire prendre au niveau de la défense, comme on se faisait prendre bêtement sur des 3e ou des 4e, et finalement, non. Non, le moment était trop grand pour lui. Non, mais après sans ironie, j'ai l'impression qu'il avait la pression, quoi. Sur le premier drive, tu vois qu'il a un peu de pression quand même. Il est limite à se faire intercepter 2 fois. Tu sens qu'il y a une grosse pression sur le match. Je crois qu'Emilien a dû partir. Ouais, d'accord. Ok, salut Jude. Mais voilà, mais après, ça n'enlève pas sa saison exceptionnelle et que ça reste quand même un grand quarterback. Je pense qu'il n'y aurait pas Mahomes dans sa conférence. Je pense qu'il aurait déjà été au moins une fois au Super Bowl. Mais le pauvre, c'est la tête à la fin, la tête qu'il fait, le pauvre sur la sideline, c'est terrible hein, pour lui. Et sa conférence d'après-match, c'est un crève-cœur. Ouais, c'est franchement. T'as l'impression qu'il y a une partie de lui qui est morte ce soir-là, quoi. Ouais, il avait pas envie d'être là. Bah non, mais de toute façon. Puis lui, malgré tout, il fait son match, hein, 22 sur 34, 237 yards de TD à la passe.
Il fait son match, mais il n'est pas Mahomes en fait. C'est là qu'on non, voilà, que c'est ça. je trouve C'est qu'on a, ça. on a eu C'est un ça. appel de se dire il fait pas un mauvais match, mais la différence entre les deux, elle est là aussi quoi. Mais C'est ça triste n'enlève à pas dire, que hein, ça n'enlève pas que c'est un grand joueur quand même, malgré tout. On peut le reconnaître. bien sûr. Il nous fait souffrir à chaque fois qu'on joue contre lui quand même. Hein. Faut pas. Et moi, ce que je voulais revenir par rapport à ça, bah pour une fois, c'est eux qui avaient la balle de match en main, quoi. C'était pas Mahomes. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai. Donc Du coup, là-dessus, est-ce qu'on peut donner vraiment du crédit à notre défense sur ce match? Côté défensif, est-ce que pour vous, le plan était le bon? Est-ce qu'il y a... Moi, il y a quand même 2-3 fois où ça m'a gêné, non, parce qu'au final, le résultat, il est pour nous. Mais tu vois, pour moi, il y a le TD juste avant la mi-temps. Enfin, celui-là, il doit pas arriver parce qu'on... Moi, je comprends pas que tu mettes McDuffie sur McCollins. Tu dois mettre à Jalen Watson, tu dois mettre à quelqu'un de taille. Tu peux pas laisser McDuffie là-dessus en couverture sur Rollins. Et tu peux pas en vouloir. McDuffie, il joue super bien. Non, il se bat le jusqu'au coup. bout. Bah oui, il joue super bien le coup. Non, mais il n'y a pas de séparation. Bon, il y a pas de séparation. Puis la passe de, je veux dire, de Allen est magnifique aussi, hein, faut la reconnaître. C'est ce que j'allais dire. À un moment donné, on a le droit aussi de donner le crédit à un très très bon quarterback. Pour moi, si tu veux, t'as pas 3 quarterbacks dans la ligue qui peuvent la faire cette passe-là. Et la couverture de McDuffie, elle est parfaite. Sauf que tu peux pas l'empêcher de faire la taille qu'il fait. McDuffie, il fait moins d'1m80. Il a des bras plus courts que la moyenne pour un cornerback. Et donc, du coup, McCollins, qui est grand, qui a une très bonne détente verticale, la balle, elle est directement. Moi, je pense que tu vois, c'est Watson. Bon. Watson, avec sa longueur de bras, je pense qu'il peut la tiper. Quoi. Ouais, mais Watson, il n'est pas collé à McCollins. Watson, il aurait peut-être 1 ou 2 mètres de séparation. Ouais, peut-être aussi. Donc, non, moi, je trouve que c'est un bon play des Bills. Oui. Moi, je pense que jamais, en fait, tu dois la tenter, cette passe-là, parce qu'il n'y a aucune séparation. Donc, quand tu fais tes lectures, normalement, tu vois un mec qui est complètement couvert. Tu dois compter sur tes receveurs des fois pour gagner quelques 50-50. Là, ils l'ont. Ouais, c'est sûr. Ouais. On passe sur la défense, du coup, là. Du coup, c'était la transition. Du coup, il y avait vraiment là. Enfin, c'était plus dans le sens, pas une erreur de la défense, mais c'est plus au niveau du timing. Tu sais que tu peux rentrer à la mi-temps avec 10 points d'avance, 10 ou 11 points d'avance, et en sachant que tu as la possession au retour de mi-temps. Donc, tu rentres avec 4, quoi. Ouais, c'était plutôt le mauvais moment pour prendre un gros jeu comme ça. Et pareil, il y a un autre touchdown, je crois que c'est en deuxième mi-temps, où il y a un joueur tout seul qui est tout seul en fond de end zone. Curtis Samuel. Ouais. Et tu vois que les safety derrière, tout le monde se regarde en disant. Non, mais il y en a un qui n'a pas suivi son assignation, il le dit, je ne sais plus c'est quel joueur qui le dit à l'autre derrière. Mais pourquoi tu ne l'as pas suivi? C'est une mauvaise compréhension de la défense, mais ça peut arriver. Hein. Mais oui, je suis d'accord avec toi, il ne doit jamais se retrouver tout seul. Mais une erreur de communication, ça peut arriver. Quoi. Ça peut arriver. Mais du coup quand tu vois le niveau de notre défense, tu te dis c'est frustrant de prendre des jeux comme ça. Quoi. Tu te dis. Ah, ben c'est sûr. C'est sûr. Non, c'est sûr, mais à côté de ça, tu as tellement de plays magnifiques. Moi, je retiens, avant juste de parler de ces plays-là en détail, je retiens quand même qu'avant le match, j'avais dit attention, si on met Nazi Johnson, si on le voit trop, si on voit Chamery Connor en couverture, ça va être compliqué. Et ben mine de rien, les gars, ils ont fait leur match, on n'a pas entendu parler d'eux, ils n'ont pas été visés plus que ça, parce que quand ils étaient sur le terrain, ils ont fait leur match, quoi. Mais quand même, on peut pas parler de la défense sans parler de la D-line qui fait un match incroyable. Je veux dire, stopper le touche-push déjà des Bills, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont réussi à le faire. 20 sur 21, il avait réussi avant voilà. 20 sur 21. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'ils ont réussi à le stopper? Un petit détail quand même sur la conversion à 2 points, c'est que Spags avait vu que Josh Allen sur touche-push, il passait toujours côté gauche derrière. Gauche, toujours, exact. Je l'avais vu, moi. Je l'avais vu aussi. Il demande un changement, il met son meilleur joueur, Chris Jones, là. Il met du buff de ce côté-là, Mike Pennell, tout ça. Et du coup, les touche-push, ils font toujours la même chose. Et t'as tes meilleurs D-linemen et puis des gros monsieur derrière. Et tu l'arrêtes, c'est incroyable. Ça, et puis et pour finir sur la D-line, et ça va aller avec le pass rush en règle générale et les blitz qui sont parfaitement joués, quoi. Comme tu disais, tu parlais du blitz final tout à l'heure.
le blitz final, on voit Josh Allen, il a le temps d'ajuster sa protection. Il monte vers sa ligne offensive pour leur dire attention les gars, je connais cette formation-là. Ils l'ont déjà fait 2 fois dans le match, cette formation-là. Ils sont exactement comme ça. Les 2 fois dans le match où ils la font, la pression vient du côté gauche. Les DB qui se sont avancés côté droit, ils vont reculer, ils vont revenir en couverture. Donc il ajuste sa protection Josh Allen pour que ces mecs aillent côté gauche, sauf que 2 fois, mais pas 3. Spags l'envoie. En fait, il fait exprès de montrer une formation très similaire pour, c'est dingue, hein, pour faire croire au quarterback que voilà ce que c'est la formation qu'on te montre. Le quarterback, il s'en rappelle. Et en fait, comme il se rappelle, il se trompe parce que là, t'envoies le blitz côté droit, enfin côté gauche pour nous, quoi. Et c'est magnifiquement joué par ça. C'est de la poésie, quoi. Tu lui laisses le temps de lancer à Kincaid, il la catch et c'est terminé, quoi. Du moins, c'est pas terminé, mais il la catch, ils ont la première. Alors, quoi. Voilà, quoi. Je crois qu'il y a un coup de vent. Il me semble qu'il y a un coup de vent dans la balle, donc elle part un petit peu sur le côté parce que j'ai revu l'action un peu de haut là. Kincaid, il est vraiment ouvert quand même. Hein. C'est-à-dire que cette play, elle est pas prévue pour que Josh Allen ait le temps de faire la passe. Hein. Oui, mais il met un peu de temps à réajuster sa course. Mais... Il est ouvert, mais Josh Allen est sur les talons. Donc pour l'envoyer proprement, c'est compliqué. Quoi. Mais il l'envoie encore. Elle est limite d'être catchée quand même. Hein. C'est quand même... Mais, non, c'est clair. Mais il y a quand même un match excellent. Quoi, moi, ce que j'ai aimé, au niveau des stats, tu ne le vois pas. Mais Karlaftis, il a été monstrueux. Toutes les courses où Josh Allen, toutes les courses où Josh Allen sortait de sa poche, c'est lui qui l'empêchait de lancer et de trouver ses receveurs. C'est lui. Et le dernier où il y a le fameux blitz avec McDuffie, oui, c'est McDuffie qui blitz avec lui, je crois. Et Karlaftis, il arrive et il le chope, Josh Allen, dans son élan. Et vous avez vu comme il le lâche tout de suite pour éviter le flag, parce que s'il l'accompagne, il fait flag direct. Hein. Et il le lâche. Et il le touche, mais il le lâche tout de suite. Parce mais l'intelligence qu'a Karlaftis sur ce geste, la plupart des mecs vont coucher le quarterback, quoi, vont vraiment l'accompagner jusqu'au bas. Et tu prends un flag. Exactement. Et lui, il le fait pas. Et là, c'est l'intelligence, c'est dans la tête. Là. Et d'ailleurs, juste à ce moment-là, à la télé, tu as le flag qui apparaît. Tu as le flag en jaune qui apparaît. Ouais, c'est une erreur de la chaîne, je crois. Non, c'est pas ça. Non, c'est un joueur des Bills qui fait une espèce de qui fait une erreur, quoi. Donc alors ils en ont parlé, c'est un espèce, je sais pas si on peut appeler ça un holding ou je sais pas quoi, mais il y a un truc de l'attaque des Bills qui est pas bonne, et c'est les Bills qui se font flaguer. C'est pas il me semblait qu'il y avait pas de flag, parce que l'arbitre justement revient au micro et dit il y a pas de flag sur le play, et ils ont confondu, c'est la télévision qui a mis flag parce qu'il y avait un confetti sur sur le terrain ou un truc comme ça. Moi j'avais compris que l'arbitre avait annulé. En fait, l'arbitre, il y avait 4 drapeaux qui avaient été, puis des fois les arbitres, tu sais, ils se déjugent. J'avais compris que l'arbitre s'était déjugé par rapport à ça, quoi. Non, là c'est l'air d'être plus l'erreur de la télé, qui avait mis le truc. J'avais pas compris ça, pardon. Mais moi j'ai vu le truc, j'ai vu le flag apparaître sur l'écran, je me suis dit laisse tomber. Non, mais il apparaît 2 heures après, quoi. Le flag, il apparaît 2 heures après. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette merde? J'étais dans mon salon. Non, mais les joueurs sont déjà en train de célébrer et tout. Puis après, quand je vois Mahomes sur le terrain, puis Chris Jones, il prend le O-line des Bills dans ses bras en enlevant le casque sur le terrain, je dis bon, c'est mort. Là. Ouais, Dion Dawkins, ouais. Et toi, Hugues, tu as des tops pour la défense ou... Alors, moi, la défense, c'est le fait d'avoir limité Josh Allen sur son jeu de course. Ah ben oui. Josh Allen, il court... Josh Allen, je donne la stat, mais il a couru 11 fois pour 39 yards. Hein. Ouais, parce que moi c'était ça vraiment à chaque fois qui m'agace quand on joue contre les Bills, c'est que tu arrives à les emmener sur des troisièmes tentatives, où tu as quand même de la marge. Et au fait, il va te sortir un jeu de course et tu te fais, au fait, tous les efforts que tu as fait pour amener jusqu'à une troisième tentative, au fait, tout est réduit à néant et au fait, tu recommences. Donc moi, c'était vraiment ça, vraiment le fait de l'avoir pu le contenir, comme je disais tout à l'heure, le fait qu'il ait été très brouillon. Enfin, j'ai trouvé que c'est sûrement non, je pense pas que c'est lui qui a été brouillon. Je pense plus que c'est les appels qui ont été brouillons aussi de la part de. Au début du match, il a la main qui tremble quand même, Josh Allen. Ouais. Tu sens que je trouve qu'au début du match, il a mis un petit peu de temps. Hein. Il fait 2 passes qui doivent être interceptées coup sur coup. Tu sens qu'il était un peu tendu. Après, il revient. Pas James Cook, Brian Cook chez nous. Ouais, c'est ça. Brian Cook doit l'intercepter.
J'étais fou dans mon salon. En plus, si on intercepte, c'est dans leur camp en plus. Hein. C'est vraiment dans leur 40 yards. Hein. Non, mais je pense surtout, en fait, ils ont été surpris qu'ils puissent être aussi proches de faire une inter dès le départ sur des passes comme ça. Donc, il y a aussi l'effet de surprise où ça va vite. Et moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que on blitz à peu près 40% des snaps, des blitz. On met sous pression Josh Allen 45% ou 44%. 46% de temps. 46%, il est sous pression. Mais pas forcément jamais arrivé avec des blitz. Est-ce qu'il n'est jamais mis la pression avec le foreman rush. Est-ce qu'il n'est jamais arrivé cette année hein. Et moi, ce que je trouve énorme, c'est qu'en saison régulière, on n'a pas blitzé du tout, peut-être une ou deux fois. Et là, tu sors du blitz. Enfin, Mais là, on l'a pas non plus blitzé, ça compte pas non plus. Hein. Ah, mais bon... Non, mais une des différences, ça a aussi été que en saison régulière, tu as Osiris Torrance, leur rookie guard, qui est très bon, hein, et qui a, pour être clair, éteint Chris Jones. On n'a pas vu Chris Jones du match dans la saison régulière. Là, ils se sont dit, on peut le laisser en 1 contre 1 contre Chris Jones. Il est très fort, il le connaît. Et sauf que Chris Jones, il l'a dévoré tout cru, en fait. Et en fait, ils n'ont pas voulu doubler Chris Jones. Et du coup, à chaque fois, il arrivait dans sa tronche. Quand ils ont fini par le doubler, c'était Karlaftis qui se régalait. Mike Dana qui fait probablement son meilleur match de la saison. Pas forcément avec des flash plays, mais il fait toujours il a une discipline de garder il a fait chier tout le match Allen, hein, c'est clair. Hein. Il garde toujours bien son couloir de rush, tu vois. Donc, quand Chris Jones, il se permet de sortir de son couloir de rush de temps en temps, il faut que tu aies un mec qui compense de l'autre côté. Dana, il a cette faculté de bien connaître, ça matche bien, tu vois. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on n'a pas vu Ouché, par exemple. Vous savez, le spécialiste pass rusher qu'on avait signé, qui venait des Pats, on l'a pas vu parce que Ouché, il fait que rusher. Il a pas cette discipline de changer de couloir, de pass rush. Et McDonough, je trouve qu'il a fait un super bon match là-dessus. Omenihu, qui fait encore qui tape encore dans le ballon. Enfin, on a eu un pass rush avec le blitz, sans le blitz. Moi, j'ai deux joueurs. J'ai Karlaftis, vraiment, que j'ai adoré sur ce match. Et Justin Reed, la lecture qu'il a quand il monte sur Shakir à un moment donné, la lecture de jeu, elle est exceptionnelle. Il en fait presque une à chaque match comme ça. Et il a reconnu le jeu. Il a reconnu l'assignation tout de suite, il a reconnu le jeu, bam, il a foncé tout droit, perte de terrain direct. Mais en fait, c'est là que c'est important en fait, en saison régulière de ne pas sortir tout ton playbook. Parce que forcément, il y a des heures et des heures de taille. En défense, que tu caches ou pas le playbook. Non, mais justement, c'est pas le truc. En attaque, on a vraiment vu la différence sur déjà les deux derniers matchs avant, je te coupe vite fait, avant le match des Broncos, que ça soit les Steelers et c'était quoi le match d'avant, les Texans. On a vu quand même un playbook un peu amélioré. Et là, quand tu arrives en playoff, les Texans, on n'a pas forcé la semaine dernière, mais là, tu vois tout de suite, et c'est comme par hasard, c'est la première fois qu'on dépasse les 30 points. Il y a une raison à un moment donné. Là, ce que je voulais dire, c'est que les Bills, c'est des jeux qu'ils ont déjà fait, qu'on a déjà vu en saison, et que du coup, Justin Reed, il a vu ce jeu qu'il a reconnu, du coup, ce qui l'a permis de faire le. Donc voilà, d'où l'importance de ne pas forcément trop en montrer tout au long de la saison. Et puis voilà, si tu en montres beaucoup à l'adversaire, forcément, ton adversaire a plus de chances de contrecarrer tes plans. Par contre, à la course, on a vraiment pris cher quand même. Hein. Moi, là, Saquon Barkley me fait très peur. On ne fait pas la preview, mais Saquon Barkley, il va nous. Alors, si on n'arrive pas à l'arrêter. C'était un peu mon flop. Je sais que vous allez dire que je tape un peu souvent dessus, mais je suis désolé, mais à un moment donné, Bolton, il a quand même été un peu exposé aussi. Hein. Alors que Bolton. Ah, Nick Bolton. Ouais, je trouve qu'il y a eu un drive où il a été exposé coup sur coup, où tu te dis, oh là, attention, là, il a toujours un petit moment de retard, il a pas forcément quand c'est il compense direct. Mais il compense toujours, mais il compense tellement sur tellement de drive que oui, bien sûr, mais en fait, je lui pardonne celle-là. Alors, je trouve qu'il coûte cher quand même. Alors après, on est d'accord, c'est un joueur qui a un instinct exceptionnel, mais parfois il est un petit peu justement limité athlétiquement pour récupérer Cook, qui est tellement fluide dans ses courses et une fois qu'il a lancé sa pointe de vitesse que je m'avance un petit peu pour la pré-saison. Moi, je sais pas si je suis prêt à le payer ce qu'il demanderait, qui à mon avis va être top money pour un linebacker. Non, parce que moi, ça fait partie de mes flops. Je pense qu'il fait quelques bêtises là-dessus et pourtant je l'aime beaucoup. Hein. Je trouve qu'il a un instinct de fou, mais je trouve qu'il est il est limité là-dessus.
Du coup, juste pour enchaîner vite fait sur le flop en défense aussi, donc à part ça, non, pas en défense, pardon, on n'en parle pas souvent, mais Araiza qui fait pas bon, il a moyen à un moment donné de faire un super punt, de bien les coincer. C'est pas un punt trop difficile à réussir, il en met trop. Je préfère qu'il en mette pas assez plutôt que trop, parce que bon, ça, mine de rien, tu fais repartir les Bills dans un bon territoire. Je pense qu'il peut faire mieux que ça. Mais franchement, quand on est arrivé à mettre ton punter dans les flops, c'est quand même que c'est plutôt bon, quoi. Moi, le flop, je mettrais, voilà, moi le flop, je le mets général, c'est le drive avant la mi-temps, quoi. Voilà, je l'ai pas aimé, je suis là vraiment, je veux plus le voir au Super Bowl, quoi. Voilà. Ah, c'est plus dans la situation dans laquelle ça remet l'adversaire, au final. Exactement. En sachant qu'on peut les tuer, et si on fumble pas, je suis sûr qu'on a 28 points à la mi-temps. Hein. Je suis sûr s'il n'y a pas le fumble. Hein. Ouais, c'est bien probable. Ouais. C'est bien probable. Et ben voilà, mais là, si on fumble pas là, puis qu'on a 28 à la mi-temps, on a tué le match déjà. Hein. Ouais, mais c'est pour laisser un peu tout le monde sous pression. Ouais, non, mais bien sûr. Mais bon, ils nous ont fait transpirer quand même encore un peu les Bills, mais ouais, quand même respect à eux, parce que c'est quand même avant tout, pour avoir un très beau match, il faut un très bel adversaire. Et moi, j'ai trouvé que c'était tellement un match magnifique quand t'aimes le sport. Enfin, à aucun moment j'ai regretté d'être resté debout. Non, mais bien sûr. Mais j'ai pas eu la pression comme contre les Texans. Je me sentais bien pendant le match. Contre les Texans, même quand ils ont enchaîné de revenir à la course et Cook déroulait là. Alors pareil, je me suis dit attention. Le touchdown de Cook, il va le chercher. Qu'est-ce que c'est magnifique, quoi. Comment il va le chercher, son touchdown là. Ah ouais, avec sa main là, à l'horizontale là. Pourtant, je pensais qu'on avait fait le stop en plus. Ouais, l'intelligence du joueur, tu te dis, c'est quand même incroyable. Puis c'est Bolton qui lui rentre dedans en plus. Ouais. Il est terrible. On joue bien le coup, mais là, il le mérite. Mais quand Mahomes récupère le ballon et je dis, il faut aller au TD, il est tellement fort que, en fait, c'est terrible. Quoi. Pour recoller au score, il est terrible. En saison régulière, il le fait pas trop, mais en playoff, c'est une machine. Petit point, je suis désolé, je repars un tout petit peu sur l'attaque. J'ai oublié de dire ça, mais je regardais le snap count des receveurs. On n'a toujours pas vu beaucoup de Hopkins. On a vu beaucoup d'Hollywood Brown. Je crois qu'il est arrivé il est receveur 2. Il a couru beaucoup de tracés, Hollywood Brown, même s'il n'a pas été beaucoup visé. C'est vraiment worthy, le receveur numéro 1. On en a vu beaucoup d'Hollywood Brown. Peut-être justement pour étendre le. On n'a pas vu. On n'a pas vu. On voit pas Justin Watson depuis 3 matchs. On voit pas Justin Watson. Là, il met la conversion de points, mais on le met. Voilà, il met la conversion de points, mais on le voit pas. On le voit pas du match. Tu vois pas Diop. Tu vois pas Deo Gray. Il y a un truc au Super Bowl qui se trame, les gars. C'est sûr. Ah, peut-être, je sais pas. Hopkins, je suis désolé, hein, mais Hopkins, s'il a 100 yards au Super Bowl et un TD, on faudra pas être étonné. Hein. Ouais, moi, je sais pas trop quoi penser de Hopkins. J'adore le joueur, mais j'aime pas ses interviews d'après-match. Il a été cool là, si vous avez vu. Il parle que de lui en fait, et c'est ça qui me gêne un peu. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que, et en même temps, c'est normal. Mais attends, le mec, il a signé avec les Chiefs pour gagner une bague. Attends, 12 ans, il va jouer son premier Super Bowl. 12 ans de ligue, le mec qui était le top receveur de la ligue à une époque. Je sais pas si on se rend compte. C'est pour lui, et comme il a dit, j'adore. Oui, on me trouve pas souvent, on me cherche peut-être pas souvent, mais tout ce que je fais, c'est important pour l'équipe. Moi, rien que ça me suffit. Je m'en fous de. J'ai pas entendu ça. Ouais, donc, il l'a dit sur le terrain quand il se fait interviewer sur le terrain. Il dit clairement, moi, même si on me donne pas 10 réceptions dans le match et que tout ça, mais tout ce que je fais à Kansas City, je sais que c'est important. On m'a échangé pour des poignées de pour des centimes. Voilà, pour des centimes. Mais là, je m'éclate ici et je vais jouer mon premier Super Bowl et je suis vraiment fier d'être dans cette équipe. Et moi, rien que ça me comble. Moi. Rien que ça, si tu peux te permettre, d'aborder chaque match, les Texans, les Bills ou le Super Bowl avec une stratégie différente en attaque, si on peut se le permettre, c'est quand même fou. Hein, ça veut dire que. Ce serait dingue quand même. Ouais. Mais c'est quand même. Attendez, Noah Gray, on l'a vu énormément cette année. On le voit plus depuis 4 matchs. On le voit plus. Et à un moment donné, il y a quelque chose. Il y a peut-être revenir. Oui, on va voir on voit. Juju, on l'a quasiment pas vu de la saison. Comme par hasard, il fait 2 réceptions, 60 yards, le mec.
Ah bah, rien que ça justifie sa signature. Meilleure signature de la saison. Hein, il y a 2 ans, quand on l'a au Super Bowl contre les Eagles, faut pas l'oublier. Hein. Heureusement qu'on l'a pour catcher les 3e et longues. Hein, parce que sinon, si on l'a pas. Oui, c'est là le receveur 1 il y a 2 ans. Ouais. Non. Mais c'est quand même hallucinant, je trouve que. Enfin, je sais pas si on réalise que les Chiefs aient réussi à garder un rythme de croisière en saison régulière comme si c'était une pré-saison et qu'en fait, ils ont commencé leur saison en play-off. Enfin, non, même pas. Ils ont commencé leur saison en finale d'AFC. Enfin, tu te dis, c'est fou, quoi. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'on a joué sur la retenue en levant le pied pendant toute la saison et ça marchait. Et nous, on était frustrés, mais ça continuait de gagner. Et on se moquait un peu de Hugues où on disait, ouais, bon, à un moment donné, le playbook caché, non. Et ben en fait, les gars, bah si, ils étaient en croisière et là ils se lancent. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire encore la semaine prochaine? On a une force, c'est notre coaching staff et l'intelligence de nos joueurs. Andy Reid l'a répété, quand tu as des joueurs aussi bons à chaque poste, intelligents et qui sont capables de faire les plays au moment important des matchs, bah, comme il dit, avoir un groupe comme ça, c'est que du bonheur, quoi. Et il a raison, c'est que du bonheur. Le football situationnel, c'est ça. C'est le meilleur là-dessus. Et surtout des joueurs qui veulent pas alimenter leur ligne de stats. Exactement, ils sont. Chris Jones, il est plus en train de chercher les sacs, tu vois, il est en train de bien défendre, mais il cherche pas forcément les sacs. La triplette, ou même on va dire le quatuor, Dana, Chris Jones, Karl Aftis, et puis Omenihu. Elle est terrible, hein, parce que là, il y avait comme une bonne O-line aux Eagles, il y aura une bonne O-line aussi. Mais Jalen Hurts, il y a moyen. Petite faiblesse en centre. Hein. Petite faiblesse en centre. London Dickerson est blessé. Ouais, mais London Dickerson, c'est pas lui qui joue d'habitude. C'est c'est Jurgens, mais est-ce qu'il est pas un peu blessé lui aussi? Mais on peut leur mettre le bouillon, mais eux aussi peuvent nous mettre le bouillon aussi, hein, parce qu'ils ont des bons joueurs partout. Hein, donc, on en parlera. Allez, faut qu'on conclue. Petit teaser. Ça va être trop long. Ouais. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Là, c'était un excellent podcast. Là, on essaye d'apporter un peu d'innovation là vous en partager l'expérience de tout le monde. On va s'en retrouver la semaine prochaine. Là, on a 15 jours en attendant le Super Bowl. Donc là, on vous a fait vraiment une émission spéciale sur la review de la finale AFC. Et on s'en retrouvera la semaine prochaine vraiment sur une preview du Super Bowl qui nous opposera aux Eagles, un remake de la confrontation d'il y a 2 ans. Donc, on aura, je pense, beaucoup de choses à vous dire, chacun de notre côté, en fonction de nos appétences et de nos différents aspects du terrain et du jeu. Donc, Yo, je peux te laisser conclure. Ok. Eh ben, retrouvez-nous sur le compte HBTCFR sur Twitter ou X, comme vous voulez. Donc, H avec un majuscule, BT en minuscule, C en majuscule et FR en minuscule. Voilà, retrouvez-nous. Des infos vont sortir bientôt par rapport à l'association. Voilà, on est dans les dernières modalités au niveau de certaines paperasses. L'officialisation existe, hein, voilà, mais le compte en banque, tout ça, voilà. Donc, tant que l'association n'était pas créée, on ne peut pas tout faire. Mais voilà, ça arrive. L'adhésion va être, donc on va fonctionner en année civile. Donc, on va lancer bientôt la campagne d'adhésion. On vous prépare des petits trucs, on vous prépare, voilà. Il y a des petites choses qui vont arriver. Soyez sur HBTCFR, on vous communiquera les infos, les réseaux et tout ça. Et puis voilà, puis du coup, je remettrai un petit message parce que voilà, les copains, on est les 4 fondateurs avec Emilia, on l'oublie pas. Et je suis très fier de me lancer dans l'aventure avec vous. C'est une incroyable opportunité qui s'ouvre à nous et tous les gens de la communauté Kansas City, n'hésitez pas parce que on va se régaler et on risque de vivre de grands moments tous ensemble. Donc n'hésitez pas. Ouais, non, c'est top. Et puis là, on reste vraiment focus sur le jeu, sur le Super Bowl, et puis il y a vraiment toutes les infos qui vont arriver derrière. On vous présentera ça de façon carrée et bien présentée. Du coup, le podcast s'arrête là. Elvin, un petit mot pour la fin? Repeat. Ah. C'est-à-dire, je suis prêt, je l'attends. Ouais, et sinon, il y en avait quelques personnes qui avaient posé des questions, mais c'était plus des questions qui... Ah oui, merde, j'ai complètement oublié. C'est des questions qui se portaient plus sur le Super Bowl, donc on garde ça pour la preview de la semaine prochaine. Voilà, on vous répondra à toutes les questions la semaine prochaine. Je suis désolé, j'ai complètement oublié de sortir les questions. Excusez-moi, c'est ma faute.
Non, mais j'avais pensé à checker, Yo, et puis c'était vraiment plus sur le triplé, sur le... Je mettrai un message ce soir sur le réseau qu'on répondra à tout ça pour la preview du Super Bowl. Voilà. Exactement. Bon, bah sur ce, on s'en trouve sur les réseaux. Bonne écoute. Et puis, go Chiefs. Allez, let's go! Super Bowl, baby! Third down and a yard again. 22-19 San Francisco. In the overtime. Chiefs will throw it on 3rd and 1. Mahomes is going to run it 30-yard line. 25-20. Mahomes inside the 15 and down to the 13-yard line. Shades of Super Bowl 57 when he ran down the field in pain with the ball in his left hand and a sword in his right. It's first down on a 19-yard run by Mahomes. A touchdown wins the game. 13 seconds to go in the overtime. 22-19 San Francisco. McKinnon is in at running back. First down and goal to go. Play action fake. Right side throw. Touchdown! Kansas City! McCole Hardman with the catch on the right side. A 3-yard touchdown pass in overtime. Kansas City wins the game. 25-22. And the Chiefs Kingdom has started its own history class. Because for the first time in 6,944 days, there is a back-to-back Super Bowl champion, and it is the Kansas City Chiefs, champions of Super Bowl 58 on the heels of Super Bowl 57. The Chiefs do it in overtime.